Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette première d'Enquête de solutions, l'émission mensuelle des solutions de Nice Matin et Var Matin. Je suis ravie de la présenter en compagnie de mes collègues Flora Zanichelli, bonjour. Bonjour. Gaëlle Belda, bonjour. Bonjour. Et Sophie Cassal, bonjour. Bonjour Roxane. Alors, le journalisme de solution, qu'est-ce donc ? C'est aller au-delà du simple constat des problèmes et de proposer donc des solutions, un journalisme constructif quoi. Alors cette émission, comme je disais, est un nouveau rendez-vous mensuel. Est-ce que l'une d'entre vous peut revenir sur la genèse de ce bébé ? Flora ? Oui, alors en fait, donc cette émission, on a décidé de la créer parce que c'était une manière pour nous de présenter tout notre travail d'enquête à l'issue des 1 mois sur lesquels on travaille sur le dossier. Et c'était l'occasion de pouvoir regrouper sur le plateau aussi bien des experts que des citoyens engagés, mais également pouvoir échanger sur nos impressions, nous en tant que journalistes, après tout ce travail de recherche qui effectivement évolue au cours des 1 mois d'enquête. On étudie, on regarde aussi des projets de loi on rencontre des personnes, on voit des choses sur le terrain. Et donc l'idée, c'était aujourd'hui de pouvoir discuter de tout ça tous ensemble. Et donc d'étendre un rendez-vous au final avec ça. Et d'ailleurs, aujourd'hui, nous allons consacrer cette émission à la question des EHPAD. Est-ce que l'une d'entre vous peut nous expliquer comment ce sujet s'est imposé ? Tout a commencé par un vote. Comme chaque mois, en fait, nous faisons voter nos abonnés et nos lecteurs pour qu'ils choisissent eux-mêmes un thème parmi 3. Donc on se réunit en réunion de rédaction, on détermine 3 thèmes et ensuite on les fait voter via une newsletter et sur nos sites Nice Matin, Var Matin et Monaco Matin. Le mois dernier, quels étaient les 3 thèmes proposés ? On avait comment aider les victimes de la guerre en Ukraine. Il y avait une question sur comment revoir sa façon de consommer. Et puis cette question de, et si on inventait un nouveau modèle que celui des maisons de retraite. Et alors vraiment, le résultat était sans appel. C'est vraiment la question des maisons de retraite à 64% qui s'est imposée dans le vote de nos lecteurs. Ouais, c'est pas vraiment étonnant puisque ces derniers temps, c'est un sujet qu'on a beaucoup abordé dans les médias, notamment suite au livre enquête de Victor Castanet, Les Fossoyeurs, ou encore le rapport publié début avril qui accable le groupe Orpea. Mais du coup, comment est-ce que vous l'avez traité ? Comme pour chaque dossier, on commence toujours par essayer de comprendre le problème. Au-delà, évidemment, de la polémique, de l'émotion est légitime, on se dit, mais il y a ce problème-là, alors pourquoi ? Quel est-il ? On essaie vraiment de dérouler le problème et les enjeux. Et donc là, évidemment, c'était de comprendre comment on peut arriver à des situations où, dans certains établissements, bien sûr, c'est pas... heureusement pas la règle, on se retrouve dans des situations où des femmes et des hommes âgés sont maltraités. Quand on parle de maltraitance, c'est ce déficit de soins apportés, soins d'hygiène, du rationnement de nourriture, et puis un personnel insuffisant. Et Virginie Rabis a interviewé de nombreux experts, et effectivement, la question, elle revient quand on se pose la question de se dire finalement, quand la logique du profit prime, on peut arriver à ces situations-là. Donc c'est quand même un problème de système aussi, qu'on a essayé de comprendre et de démêler. Elle a rencontré un ancien directeur de maison de retraite du secteur privé, qui était directeur de maison de retraite dans le Var, qui habite maintenant dans les Alpes-Maritimes, qui lui-même avait déjà, avant l'enquête de cette année, dénoncé ça en 2019 dans un livre. Il s'appelle Jean Arcelin et le livre s'appelait « Tu verras maman, tu seras bien ». Et il a raconté comment lui, il a été au cœur du système et que... finalement, le déclencheur, c'est quand il a voulu recruter une aide-soignante de plus dans son établissement. Les finances le permettaient, on lui a dit non. Et là, il était écœuré, il s'est dit j'arrête. Et du coup, il nous a aidés à comprendre la problématique. Et aussi, une fois qu'on a ces intervenants sur le problème, on leur demande aussi de nous dire quelles seraient les pistes de solutions ou comment on pourrait aborder les choses un peu différemment. Est-ce qu'il y a des exemples à l'étranger ? Et c'est un peu comme ça qu'on construit ce dossier. Et ensuite, en fonction de ces pistes, et là, ça a été le cas, Flora Zanichelli, Gaëlle Belda et Virginie Rabis se sont emparées de ces pistes. Elles en ont également déniché et elles sont allées faire des reportages sur le terrain. Merci beaucoup. Alors en plateau, nous avons aussi Dominique Clerc, bonjour. Bonjour. Avec qui nous allons aborder ces questions et par la suite nous aurons également Fanny Bioro. Alors entrons donc dans le vif du sujet avec ce petit focus d'un des contenus du dossier, la question de la famille d'accueil. Alors Gaëlle, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et comment est-ce que tu as eu l'idée de faire ce reportage donc, sur ce dispositif ? Alors, moi, j'avais découvert le dispositif des familles d'accueil il y a quelques années.
en faisant un reportage pour Nice Matin. Mais il était question des familles d'accueil pour enfants. Donc voilà, des enfants qui sont placés par la justice ou dont les parents sont inopérants momentanément ou pas. Et j'ignorais à l'époque que des personnes ouvraient les portes de leur maison pour accueillir des personnes âgées, des personnes handicapées, avec différents niveaux de dépendance d'ailleurs. Le dossier Mamie Blues a été l'occasion d'entrer en contact et de rencontrer une de ces familles, donc celle de Dominique Claire à Carrosse. Voilà. Donc, Dominique, nous allons un peu en discuter avec vous. Vous êtes accueillant familial et du coup, j'ai une première question en une phrase. C'est quoi une famille d'accueil pour personnes âgées ? Une famille d'accueil pour personnes âgées, c'est un petit peu comme accueillir ses grands-parents à la maison. C'est un peu dans cette optique que c'est fait. Donc, c'est une relation qui est très humaine. Et nous n'avons que trois agréments au maximum. Donc, on peut avoir 1, 2 ou 3 personnes chez soi. Et en fait, on l'assiste 24 heures sur 24 toute l'année, quoi. C'est assez... c'est très contraignant au niveau du temps, mais c'est quand même une façon de vieillir pour ces personnes qui est, je pense, beaucoup plus agréable que d'être dans un grand établissement perdu au milieu de dizaines de personnes. En effet, d'ailleurs, j'ai entendu que vous aviez 3 pensionnaires du coup, et pour qui la vie se déroulait plutôt paisiblement. Typiquement, à quoi ressemble une journée normale pour eux ? Alors, comme je vous disais, c'est comme dans une maison. Donc, en fait, il n'y a pas de règlement. Donc, on se lève à l'heure qu'on veut. Donc, j'ai une petite mamie, Colette, qui, elle, est très matinale. Donc, elle se lève vers 6h30. Donc, à 7h, 7h15, elle vient prendre son petit déjeuner. Suit un monsieur qui a 60 ans, qui, lui, est un déficient mental. Et lui, il se débrouille, il est beaucoup plus autonome. Et ensuite, j'ai un petit papy qui est là depuis 3 ans, François, qui va avoir 92 ans. Et lui, c'est plutôt vers 9h30, il ne faut pas trop le bousculer. J'imagine. Je voulais savoir également si les personnes atteintes par la maladie d'Alzheimer ou des personnes handicapées peuvent elles aussi être accueillies. Alors, elles peuvent être accueillies en famille d'accueil. Moi, j'ai eu l'expérience 2 fois de personnes Alzheimer, mais en fait, dans notre structure, ça ne matche pas. Parce que, comme on n'a que 3 résidents, s'il y en a 1 ou 2 qui sont Alzheimer et l'autre non, en fait, ça va les tirer vers le bas. Donc, c'est pas bon pour leur équilibre. Et puis, il n'y a pas d'échange entre eux. Et puis pour nous, moi je suis seul à exercer ce métier, donc c'est une présence qui serait pratiquement impossible à gérer parce qu'il faut tout le temps être derrière. C'est des gens qu'il faut tout fermer à clé, les portails, pas qu'elles s'échappent dans la rue, des choses comme ça. Donc l'Alzheimer, je pense qu'il y a des structures qui sont faites pour eux. Oui, ça serait un peu trop lourd. Oui. Je me permets, pardon, bien sûr. Parce que en fait, c'est vrai que la question des soins, elle est quand même centrale. Vous avez une infirmière qui intervient à domicile. Alors, on a une équipe un cabinet d'infirmiers, évidemment, qui intervient 2 ou 3 fois par jour, suivant la dépendance des personnes, et auquel il faut donner un coup de main, parce que j'ai eu par exemple un monsieur qui était alité avec sonde, perf et tout, et donc là il fallait donner un coup de main à l'infirmière parce qu'elle vient seule pour les toilettes et tout ça. Donc il ne faut pas avoir peur de s'investir physiquement, on va dire, aussi dans ce métier. J'ai une question qui me venait aussi. Est-ce que les personnes qui sont pensionnaires du coup chez vous, est-ce que c'est des personnes qui ont des familles ? Comment ça s'est fait en fait, la décision de prise en charge en fait ? Oui, en fait, ce sont souvent des personnes ou alors c'est le médecin traitant qui dit à la famille, donc votre papa ou votre maman ne peut plus rester seul chez elle à cause d'une chute, ou voilà, donc il faut qu'elle soit placée. Ou alors, ce sont des personnes qui arrivent d'EHPAD et les familles ne sont pas vraiment enchantées de ce qui s'y passe. Donc, en fait, elles préfèrent cette solution qui est beaucoup plus humaine parce que je suis, pour 3 personnes, il n'y a que moi qui m'en occupe, alors que dans un EHPAD, ils sont pour, 40 ou 50 personnes, quoi. Et il n'y a pas énormément de personnel. Non, j'imagine. Bien, merci beaucoup Dominique. Gaëlle, est-ce qu'on sait si c'est un dispositif développé au niveau du département ou de la région ?
Oui, alors c'est un dispositif qui est développé au niveau national, qui est géré par les départements. Donc là, en l'occurrence, dans les Alpes-Maritimes, il y a 24 familles d'accueil. Ça représente à peu près 47 places et on en a 19 qui sont vraiment dédiées aux personnes souffrant de handicap. Et il y a 4 places mixtes, c'est-à-dire des familles qui sont en mesure d'accueillir personnes âgées, dépendantes ou handicapées, peu importe, voilà, qui n'ont pas fait forcément le choix de Dominique de vraiment se dire, voilà, moi je suis en mesure d'accueillir des personnes âgées, mais pas des personnes trop dépendantes. Bon, c'est un dispositif qui n'est pas tellement connu au final, mais qui est vraiment beau et je suis très contente du coup qu'on puisse en parler. Merci beaucoup Dominique d'être venu sur ce plateau en tout cas. J'en prie. Et nous avons été rejoints par Fanny Bioro. Bonjour. Bonjour Roxane. Donc, qui est ici en qualité d'experte avec qui nous allons aborder justement sa profession un peu après. Mais tout d'abord, la surprise. Alors, qu'est-ce donc ? Alors, quand on s'attaque à un sujet, notamment lorsqu'on est journaliste, on sait au final vers quoi on tend. Mais en fait, on a souvent des petites surprises et justement, ça vaut le coup d'en parler. Qu'est-ce qui vous a étonné ou interpellé en traitant le sujet des EHPAD ? Gaëlle ? Alors moi, j'ai été interpellée par la multitude d'alternatives aux EHPAD, le nombre d'options de choix pour les familles. Alors après, vont se poser les questions des places vacantes, du coût, du positionnement géographique, des formules aussi, parce que finalement, on peut pas proposer la famille d'accueil à n'importe quelle personne âgée, comme on peut pas non plus imposer avec force un EHPAD à quelqu'un qui aurait comme nécessité vitale et absolue de vivre selon son propre rythme. Mais voilà, en furetant, en cherchant, en questionnant, en étant guidé parfois aussi, on trouve des formules qui peuvent quand même correspondre à une grande variété de profils. D'ailleurs, voilà, il faut absolument encourager les pouvoirs publics à faire en sorte qu'effectivement cette variété continue d'exister, de s'étendre, de s'étoffer, quoi, pour que tout le monde puisse y trouver son compte. Non, clairement. Et du coup, vous les filles, mes chers collègues également, vous avez été étonnées par quelque chose aussi ? Alors moi, ce qui m'a beaucoup étonnée, c'était l'engagement des personnels soignants sur la question de la vieillesse. Ça, je trouvais que c'était... on a débarqué dans ce dossier avec le scandale Orpea, des soignants pas présents, une prise en charge anonymisée des personnes âgées. Et en fait, non, tout d'un coup, je découvre des personnes extrêmement engagées là-dedans, qui se posent des questions, qui sont pas là seulement pour faire acte de présence, mais également qui s'interrogent sur la place donnée à la personne âgée, la place qu'on veut lui donner également dans la société. Et voilà, je trouvais que ça allait même au-delà du métier en lui-même, mais également ça interrogeait notre société, notre vivre ensemble, vraiment. Et justement, en parlant de vivre ensemble et notamment plus loin de dignité, Fanny Bioro, vous êtes directrice donc, de l'EHPAD de la Croix-Rouge russe. Déjà, merci encore d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous de m'avoir invitée. Avec plaisir quand même. Et Flora, justement, est-ce que tu peux nous dire pourquoi c'était important qu'elle soit aujourd'hui avec nous ? Alors c'est vrai que j'étais vraiment très intéressée à inviter Fanny Bioro sur ce plateau parce que déjà elle a un rôle clé, elle est directrice d'une maison de retraite, mais je trouvais que la manière qu'elle avait d'envisager ce rôle-là était vraiment particulier parce que c'était pas du tout vertical mais horizontal et qu'il y avait une implication d'elle mais également de son personnel. Dont elle prend soin, et il y avait, et ce qui me semblait très intéressant aussi, c'est que toutes les personnes qui travaillent dans cette maison de retraite également partent de la personne âgée. Donc le centre névralgique de leurs réflexions, de leurs actions, ça va être la personne âgée. Comment on va faire pour que les familles se sentent bien, comment on va faire pour que les soignants arrivent à bien prendre en soin la personne. Donc voilà, ça me semblait un rôle central et intéressant pour tout ce qu'elle avait développé. Clairement. Et du coup, Fanny, on voulait savoir comment est-ce que tout ça a commencé ? Déjà, je suis ravie de retrouver Flora qui a passé un certain nombre d'heures avec nous pour bien comprendre notre fonctionnement et qui l'a vraiment très bien retranscrit. Donc, on était vraiment ravis de l'accueillir. Puis c'est toujours
bien d'ouvrir notre porte et nos portes sur l'extérieur pour montrer qu'il n'y a pas tout à jeter dans le modèle des EHPAD comme on nous l'a fait croire pendant un certain temps. Donc encore une fois, merci. Comment tout a commencé? Déjà, nous, on est une association à la Croix-Rouge russe, ancienne organisation, est une association donc, de loi 1901 à but non lucratif, ce qui nous différencie également et heureusement qui nous éloigne des scandales qui existent en ce moment, malheureusement, et qui touche tous les EHPAD avec ce scandale. Et donc cette association, en fait, date de la Croix-Rouge internationale de Genève, donc c'est une très ancienne association qui date de 1863. Et donc qui a toujours eu à cœur, au début c'était une maison des réfugiés à Nice, donc ça a toujours, nos valeurs en tout cas tiennent dans le fait d'accueillir tout type de personnes. Et ça on l'a vraiment perpétué avec maintenant le fait qu'on accueille toute personne âgée ou même des fois en dérogation d'âge. Puisqu'elles sont atteintes malheureusement des fois très tôt de la maladie d'Alzheimer ou maladie apparentée. Donc ça nous arrive d'avoir des gens qui sont en dessous du seuil de 60 ans. Mais on va accueillir toutes ces personnes à tout type de pathologie, toute culture confondue, toute religion confondue. Et ça fait vraiment partie des valeurs de l'association qu'on essaie de perpétuer. Alors comment tout a commencé? Donc moi j'ai pris la direction en 2018. Il y avait déjà le label Humanitude qui était mis en place à l'époque. Donc nous on a un label qui est le label Humanitude, qui est un label gage de bientraitance, et donc il avait été obtenu déjà en 2016, la première version du label. Donc on était les pionniers du label. Il y a d'ailleurs un livre qui a été écrit là-dessus par Madame Annie de Vivi, avec tous ces établissements un peu pionniers qui se posaient déjà un petit peu la question de comment améliorer le quotidien de nos personnes âgées et comment le mettre au centre de la réflexion. Ça c'est vraiment, en effet, Flora l'a très bien décrit, et on a voulu un peu perpétuer ça. Donc on avait la version 2 du label vers laquelle on tendait et qui nous a de nouveau été attribuée en 2021, juste après qu'on soit touché par le Covid, parce que ça a touché quand même bon nombre d'établissements et nous également. Et donc, il y a toujours eu quand même cette réflexion de se dire qu'est-ce qu'on peut faire à travers des enquêtes de satisfaction, etc. On a pu travailler là-dessus. Qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce qui vous manque de la maison? Parce qu'on ne sera jamais la maison. Ça, il faut bien se le dire, c'est triste, mais c'est vrai, on ne remplacera jamais la maison. On ne sera pas non plus une famille. On a cette posture professionnelle qui fait qu'on va vous accueillir au mieux, dans les meilleures conditions qu'on peut vous apporter avec les structures organisationnelles. Mais voilà, qu'est-ce qui va vous manquer? Qu'est-ce qui va vous faire sentir plus en sécurité? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que votre famille se sente mieux quand elle vienne? Voilà, il y a beaucoup de réflexions comme ça, et ça nous a permis en effet de mettre en place avec le retour des habitants, parce qu'on a changé aussi un petit peu tout notre vocabulaire. Hein. Nous, c'est des habitants et on vient travailler chez eux. Ça, c'est quand même... on travaille aussi sur cette notion de domicile, bien qu'encore une fois, on ne remplacera pas la maison. Mais voilà, qu'est-ce qui va vous faire vous sentir un peu plus chez vous? Et à partir de là, évidemment, il y a des tas de choses qui se sont mises en place, mais on va dire que voilà, ça a commencé par ce label Humanitude qui nous oblige à avoir une philosophie de prise en soin un peu différente. D'accord, ok. Et je voulais savoir, donc concrètement, comment vous faites pour que les soignants et les soignantes, justement, jouent le jeu? Alors déjà, à l'EHPAD de la Croix-Rouge russe, on est tous soignants. Que vous soyez cadre, administratif, agent d'entretien, agent logistique, etc., on est tous soignants avec un grand S, il faut le savoir. En plus, on a de moins en moins de gens diplômés dans nos structures, donc c'est important de prendre un petit peu tout le personnel dans sa globalité et de voir ce que chacun, avec ses capacités, peut apporter au bien-être de l'habitant. Et donc, alors on a mis plein de choses en place. Par exemple, les résidents, les habitants participent au recrutement des aides-soignants. Donc ça, déjà, je vous avoue que quand vous avez quelqu'un qui se présente au poste, et on voit tout de suite s'il s'adresse à la personne âgée ou s'il s'adresse qu'à vous, et que, bon, évidemment, les premières questions parlent du salaire ou autre chose. Voilà, on va se rendre compte tout de suite quelle dimension il apporte à la personne âgée qui est en face de lui. Est-ce qu'il va lui parler comme si c'était un bébé, ou est-ce qu'il va lui parler voilà, avec tout le respect et la dignité que cette personne dégage. Donc ça fait partie des petites choses qu'on a mises en place. On a souhaité aussi retirer les blouses, parce qu'on considère qu'il y a vraiment un écart qui est fait entre le personnel, alors je dis soignant encore une fois, mais vous avez des codes couleurs souvent dans les EHPAD avec les infirmières en vert, les aides-soignants en bleu, les ASH en rose ou autres. Voilà, nous ils travaillent tous en tenue civile, donc c'est comme à McDo, venez comme vous êtes, en tenue correcte exigée, bien évidemment. Mais du coup, on donne 150 € par an
aux salariés et ils achètent les tenues qu'ils veulent, avec lesquelles ils veulent venir travailler et qui ensuite sont lavées en interne, évidemment, pour toutes les questions d'hygiène qui s'y rapportent. Mais déjà, il n'y a plus cet écart, pareil, du sacro-saint médecin. Donc même la médecin co vient habillée, voilà, comme vous et moi, avec son style bien à elle. Et donc ça, déjà, dès que vous rentrez dans l'établissement, il n'y a pas cette notion un petit peu d'hôpital, un peu notion hospitalière. Voilà, on sait. Et à côté de ça, les habitants savent qui est l'infirmière, savent qui est l'aide-soignant qui s'occupe d'elle, savent qui est la directrice, parce que voilà, on est présent, on est là au quotidien, on s'occupe d'eux, et puis grâce à ça, il y a aussi une belle qualité de vie au travail, et notamment grâce à d'autres choses, et donc il y a moins de turnover aussi. Et ça permet tout simplement aux résidents de vous identifier. Bien sûr. Et on n'a jamais eu de problème avec les familles qui nous ont pris pour une autre famille ou autre. Voilà, on sait qui est là. Après, c'est évidemment des tas de réunions pour réfléchir. Donc 2 fois par semaine, on reçoit un habitant avec sa famille s'il le souhaite ou pas, c'est son choix. Et on voit avec lui ce qu'on peut améliorer dans son quotidien. Donc ça va passer par le soin. Est-ce que ça se passe bien avec le soignant? Est-ce que vous préférez une douche l'après-midi ou le matin? Et on réorganise les soins en fonction de ça. Est-ce que vous avez envie de manger de la soca et comment on pourrait faire en sorte de faire venir un food truck devant le parvis de l'EHPAD? Bon, voilà, on réfléchit à toutes ces choses-là parce qu'on se rend compte qu'il y a des volontés communes au fur et à mesure avec les habitants et on essaye un peu de leur apporter, on va dire, ce petit point positif. C'est ce qu'on appelle le comité petit plaisir chez nous. C'est sympa. Voilà, c'est sympa. Et donc on met ça en place, on réfléchit et on groupe les demandes et on organise des choses en fonction de tout ça. Et donc ça, c'est vrai que c'est 2 fois par semaine. Et en plus, ça engage l'habitant dans sa vie dans la maison. Donc c'est pareil, après bon ça c'est plutôt très connu, mais l'habitant est engagé, donc s'il veut participer à son ménage, s'il veut faire son lit, etc., les aides-soignants le savent, c'est retranscrit dans notre logiciel de communication et de soins, et ça permet vraiment qu'il y ait une individualité qui règne dans la maison, et cette singularité. Pareil, s'ils le souhaitent, ils peuvent décorer la porte de leur logement, parce qu'on ne dit pas chambre, on trouve ça affreux, placer son parent dans une chambre en EHPAD, mais quelle horreur. Donc on parle de logement, et donc ils peuvent, pareil, singulariser leur logement à travers, alors je sais pas, s'ils aiment Nice, ils peuvent mettre des photos de Nice, etc. C'est travailler avec nos animatrices. Et également, du coup, on leur a mis des boîtes aux lettres personnalisées à côté de chaque logement, comme ça on peut communiquer avec eux par boîte aux lettres. Donc ça, c'est plutôt intéressant aussi, c'est une dynamique qui marche bien. Quand il y a soirée boom le samedi soir, hop, on glisse une invitation dans la boîte aux lettres et ils sont invités à descendre le samedi soir. Donc il y a plein de petites choses comme ça. Les filles de nuit travaillent en pyjama. Alors attention, pas la licorne pilou, rassurez-vous. Et pourquoi pas la petite lisette dentelle très décolletée. Non, voilà, il y a aussi cette notion-là, comme ça, pour la temporalité. Nous, on a quand même beaucoup de personnes très dépendantes, atteintes de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, etc. Et des fois, on a du mal à un petit peu se repérer dans le temps. Et donc là, pour rassurer, pour bien montrer que c'est la nuit, oui, les lumières de l'EHPAD sont éteintes, etc. Il y a aussi les filles de nuit qui travaillent en pyjama et qui font le bonheur des pompiers quand ils viennent la nuit et qu'elles ouvrent la porte. Voilà, ça fait partie des choses sur lesquelles nous travaillons. On imagine ça. Merci beaucoup, Fanny. Je vous en prie. On vous garde encore un peu sur le plateau et vous pourrez réagir à notre dernier petit moment de réflexion. Et justement, donc pour aller un peu plus loin, je voulais savoir donc avec vous, déjà, est-ce qu'il y a un angle ou plusieurs que vous auriez voulu traiter donc, dans ce dossier? Flora. Alors c'est quelque chose dont on a parlé aussi avec la Croix-Rouge la Croix-Rouge russe. En fait, moi j'aurais bien vu l'interview d'un architecte peut-être qui travaille sur l'aménagement d'une maison de retraite, qu'est-ce qu'on doit prendre en compte, comment le rendre plus familier aussi, vraiment dans ce souci effectivement toujours d'autonomie aussi de la personne, de repères, parce que il y avait une vieille dame que j'avais rencontrée qui m'avait dit c'est vraiment une nouvelle page pour nous qui s'ouvre et c'est une perte de repères, donc il faut tout reconstruire en fait, donc ça c'est quand même je pense assez compliqué. Et je trouvais aussi très intéressant l'idée d'aborder la manière dont on s'adresse aussi aux personnes âgées, loin de l'infantilisation, avec tout le respect qu'on doit leur donner, et surtout aussi le fait de ne pas les priver de leurs paroles, que ce soit dans leurs choix, que ce soit dans leurs envies. J'aurais trouvé ça intéressant de savoir, de regarder comment on fait effectivement aujourd'hui.
Alors ça, c'est des questions sur lesquelles justement on réfléchit au laboratoire des solutions de demain de la CNSA. Donc c'était un peu une commande gouvernementale et donc on est un comité d'experts de tout horizon avec notamment des architectes, avec des soignants, avec des directeurs d'établissement ou d'autres styles d'habitat inclusif ou autres. Et en effet, on réfléchit à comment organiser les EHPAD en plus petites unités de vie. Évidemment, pour que ce soit un peu plus personnel, un peu moins bloco ces grosses collectivités, parce que bon, c'est vrai que nous, on n'a que 87 habitants et ça reste une taille très familiale. Donc, vous imaginez, quand il y a plus de 200 ou 250 habitants, c'est très difficile de singulariser. Donc, c'est vrai que ça fait partie, en effet, des réflexions. Et encore une fois, comment redonner un peu leurs droits aux personnes âgées. Travailler aussi sur la notion de liberté d'aller et venir, parce qu'en EHPAD, c'est quand même pas évident. Vous avez beau vous dire aux personnes, oui, vous pouvez rentrer, sortir, c'est comme si c'était chez vous maintenant. Bon, c'est sûr que le directeur d'EHPAD, lui, a l'angoisse de la fugue, de la personne qui ne reviendra pas, de quelqu'un qui se fait renverser dans la rue. Donc, il y a toute cette aussi notion liberté d'aller et venir vs sécurité. Qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça ? Et c'est vrai que ça fait partie des réflexions en cours, notamment du gouvernement et de la CNSA. C'est vrai qu'on a travaillé, nous, sur le Danemark et c'est une problématique qui est très étudiée. Ils sont assez en avance au Danemark, justement, sur la prise en soin des personnes âgées, sur l'autonomisation, la dignité. C'est vraiment une question centrale chez eux. Ils sont d'ailleurs un modèle pour la France. On a beaucoup d'élus qui y vont. Ça, je l'ai appris au cours de beaucoup de voyages d'études aussi. Voilà, exactement. Et donc, justement, eux, ils travaillent aussi beaucoup au niveau de l'architecture et des petites unités. Ça, c'est très important. Je pense effectivement aussi pour une question de repères. Et je voulais juste peut-être vous orienter aussi sur... c'était très intéressant l'ouverture aussi que vous aviez dans votre EHPAD sur l'extérieur et l'inclusion de l'EHPAD dans le quartier, dans l'environnement proche des personnes, si vous peut-être... Oui, la grosse problématique actuelle des EHPAD et que tout le monde connaît, c'est l'attractivité des métiers, mais quels qu'ils soient. C'est-à-dire que autant que ce soit les aides-soignants, que ce soit les animatrices, etc. Donc, ce qui semble extrêmement important à l'heure actuelle, c'est d'ouvrir ses portes et de faire de l'EHPAD encore un lieu de culture, encore un lieu où, encore une fois, il y a de la vie. Nous, dans l'humanité, on dit lieu de vie, lieu d'envie. Et c'est vraiment ça, c'est créer de l'envie au sein de l'EHPAD, c'est ne plus culpabiliser ces familles qui placent leurs parents dans soi-disant un mouroir que personne ne va voir. Non, il se passe des choses en EHPAD. Et nous, du coup, pour ça, pour ouvrir nos portes, on va ouvrir ce qu'on appelle un tiers-lieu en septembre qui permettra justement aux habitants du quartier et si possible à plus de Niçois de venir nous rencontrer parce que du coup, on va travailler avec des partenaires, on travaille déjà avec des partenaires et des associations d'artistes et donc il y aura à chaque fois des ateliers qui seraient faits avec les gens du quartier, avec les écoles, avec les personnes âgées, mais c'est pas que à destination de nos résidents. Le but, c'est vraiment d'ouvrir aux gens du quartier, donc des cours de sport, des cours de Zumba, des choses comme ça. Et donc, il y aurait un système d'ateliers avec à chaque fois une restitution au bout de 6 semaines, avec un vernissage, avec un spectacle, avec un opéra, avec faire rentrer encore une fois les gens, la culture. Oui, en fait, c'est pas la fin de vie, l'EHPAD. Oui, on traite la fin de vie, bien évidemment, on traite la question de la mort, les soins palliatifs. Mais en fait, on a des gens qui sont à l'EHPAD depuis 14 ans. Alors, heureusement qu'il se passe des choses au sein de nos maisons et qu'ils ne s'ennuient pas toute la journée. Donc, on va ouvrir un petit peu ce tiers-lieu. On a commencé par un vide-grenier qui a ramené plus de 250 personnes le 26 mars dernier. Et ça marche. En fait, les gens... Alors, est-ce que c'est de la curiosité on voit, mais en tout cas, ils viennent et ils se rendent compte que c'est pas si terrible que ça à l'EHPAD, il se passe des choses. Donc, j'espère qu'on pourra continuer et que les établissements vont oser ouvrir leurs portes. Parce qu'évidemment, ce qui se passe en ce moment avec les fossoyeurs, etc., a fait beaucoup de mal et on a tendance à se retrancher un petit peu derrière nos portes fermées, qui plus est avec le Covid, c'est bien plus simple de dire « oulala, il y a risque de Covid », donc on reste fermé. Non, on continue de vivre et nos personnes âgées ont besoin de cette sociabilisation, ont besoin d'avoir leur famille et de partager des choses autres que le quotidien de l'EHPAD avec leur famille. Alors venir voir un spectacle à l'EHPAD avec les petits-enfants, c'est absolument génial. Et ça crée du lien surtout entre les différentes générations. Et ça, clairement, c'est important. Alors justement, c'est vrai que tu nous demandais sur les angles et les sujets qu'on aimerait traiter. Et c'est vrai qu'on arrive au bout de ce dossier et on se dit, en fait, on aimerait peut-être en proposer un autre au vote dans les prochains mois. C'est qu'en rembobinant un peu plus tôt, c'est de se dire finalement, dans notre société, en France, quelle est la place qu'on réserve, alors là, j'allais dire aux retraités. Parce qu'à partir du moment où on part à la retraite, on a encore beaucoup d'énergie, beaucoup d'expertise, beaucoup d'envie. Mais la société renvoie aux retraités un sentiment de, en fait, tu es l'inutile maintenant, parce qu'on n'est plus dans quelque chose de
mercantile, on ne travaille pas, on ne ramène pas un salaire. Et c'est vrai que c'est une thématique, on s'en est parlé entre nous et on se dit on aimerait bien le proposer sur comment rendre un peu la dignité aux personnes une fois qu'elles ont arrêté d'être dans un travail salarié. Alors voilà, donc et je pense qu'effectivement si on vit bien, non mais si on attire bien si on commence bien sa retraite aussi, on prépare bien l'après et peut-être qu'on repousse un peu la dépendance. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vrai que moi je trouve l'idée géniale. Nous, ce qui marche le mieux avec les personnes âgées, parce qu'on vous dit elles sont dans le refus ou autre, mais à partir du moment où vous leur dites est-ce que vous pouvez m'aider à faire ça, c'est gagné. Déjà, elles se sentent utiles, c'est merveilleux. Et nous, on a reçu des octogénaires et nonagénaires qui sont venus en stage dans notre EHPAD pour préparer leur fin de vie ou leur retraite. Alors, 96 ans en pleine forme. Et elles sont venues voir ce que c'était qu'un EHPAD et si elles avaient envie finalement peut-être d'y rentrer un jour. Donc, il y a beaucoup de gens qui préparent ça. C'est les nouveaux seniors et puis on va vieillir de plus en plus longtemps. Donc, surtout, laissez-nous des choses à faire. C'est nous les seniors de demain. Donc, il faut vraiment qu'on réfléchisse à ça. Très clairement, merci beaucoup mesdames. C'est la fin de cette émission, mais il me semble alors qu'avant de se retrouver donc pour le mois prochain, on peut déjà voter pour le prochain dossier, n'est-ce pas Sophie ? Ce sera possible à partir de demain, effectivement. Donc on proposera un vote via la newsletter qui est envoyée à nos abonnés, mais également à tous nos lecteurs via nos différents sites internet. Alors je dévoile les trois choix, quand même. Allez, avant de se quitter. Alors vous aurez le choix entre 3 sujets. Comment préserver nos ressources en eau ? Quelle solution face aux troubles du sommeil et manger sans s'intoxiquer. Voilà, donc on compte sur vous pour voter, faire tourner le vote et soyez nombreux à voter et ensuite on enquêtera. Et merci beaucoup Sophie. N'hésitez pas à partager, commenter, faire des suggestions pour la suite de ce nouveau rendez-vous mensuel. Le dossier solution est à retrouver évidemment sur le site de Nice Matin. Vous pouvez également vous inscrire à notre newsletter, vous abonner, n'hésitez surtout pas. Et donc merci à tous et à toutes pour votre attention. Merci à nos invités, à nos journalistes Nice Matin et Var Matin évidemment. Merci aussi à la technique, Sophie Donzé et Philippe Bertini, et également à la créa avec Chloé Voignard. Merci à tous et à très vite.